Première chose, je me souviens de ce que j'ai pensé, j'ai dit je suis foutu. Et il a tiré les 2 coups de feu, puisque c'était un juxtaposé. Il a tiré, je vois les flammes qui sortent du canon, et c'est un adage chez les militaires, on n'entend jamais la balle qui vous tue. Je me souviens de la phrase que j'ai entendue, la dernière phrase, le salaud, il a tué le grand. Voilà. Mon surnom au groupe, c'est le grand. Bienvenue Christian Proutot au théâtre d'Aunoux, le seul théâtre bleu à Paris, fondateur du GIGN, ancien préfet, chef de la cellule antiterroriste de l'Élysée pendant plus de 10 ans. Ton parcours mêle action, discrétion et engagement. Aujourd'hui, dans la série, nous allons parler de toi, ton histoire, tes blessures, tes convictions et ce que tu veux transmettre. Christian Proutot, qui es-tu vraiment ? Bon, je suis une sorte d'extraterrestre, je pense, par rapport à l'idée que l'on peut se faire d'un garçon qui a construit le GIGN, puis après le GSPR, parce que on a toujours une image, une idée du soldat, du militaire, qui est pas forcément ce que je suis vraiment. D'ailleurs, mes chefs me qualifier d'atypique, ce qui dans le langage militaire n'est jamais un compliment. Quand tu poses ton regard sur ton propre parcours, qu'est-ce que tu vois en premier ? Je vois le petit garçon que j'ai été, admiratif de son papa, qui a d'une manière inconsciente, il m'a tout transmis. Et ensuite, cette envie de lui ressembler. Voilà. Mais vois-tu plutôt le bâtisseur, le soldat, le survivant ou le témoin ? Le témoin, j'ai pas beaucoup témoigné. Je le fais actuellement. C'est le privilège de l'âge. Et pour plagier un petit peu ce qui a été dit à une certaine époque, l'expérience, c'est pas qu'un peigne pour les chauves, quoi. C'est quelque chose d'indispensable. Alors maintenant, cette notion, puisque c'est la question que tu poses, de témoignage, me paraît essentielle à l'aune de mes bientôt 2 ans, qui fait que je regarde ma vie un petit peu en me demandant si je suis pas un peu mytho, quoi, parce que il m'est arrivé tellement de choses pendant cette vie. C'est une drôle d'impression. La transition pour moi est facile, donc habile. Je te tends le miroir de la série. Tu vas pouvoir effectivement t'admirer, puisque nous t'admirons, nous, Christian Proutot, à travers ton parcours et l'homme que tu es aussi. Qu'est-ce que tu vois vraiment dans ce reflet au-delà de l'image ? Alors, d'abord, je voudrais faire juste un parallèle par rapport à ce miroir. Nous avons dans notre jargon professionnel quelque chose que j'ai mis en place sur celui qui est en face de toi ou en face de nous quand nous montons des opérations. Et comme ce sont des gens qui sont en dehors de tout ce qu'on considère être les clous ou les règles de la société, on a une petite phrase, on dit « il est passé de l'autre côté du miroir ». Voilà. Et pour le moment, avant de passer de l'autre côté du miroir. Alors, moi, ce miroir, c'est mon pire ennemi, parce que tout ce que je me juge qu'à travers lui. C'est moi que je vois dans le miroir, et ce que je n'ai fait ou pas fait, et chaque fois que je me regarde dans le miroir. Ce qui fait que certains ont eu, par rapport à cette idée de miroir, quelque chose sur des objectifs qu'ils avaient ou qui s'étaient donnés pour leur devenir ou leur avenir. Moi, je vois mon seul juge, moi. Et qu'est-ce qui te frappe peut-être le plus aujourd'hui en regardant ton propre parcours, Christian ? Eh bien, ce qui me frappe le plus, c'est que je me demande comment j'ai pu me retrouver là. Alors d'abord, une chose importante, je ne l'ai pas fait seul. C'est moi qui ai inspiré toutes les actions que nous avons conduites, qui ai conçu ce que j'ai fait, mais je ne l'ai pas fait tout seul. On ne fait rien tout seul. Et ça, c'est tellement important qu'il faut le répéter à l'envi. Il y a beaucoup de gens qui ont une personnalité, un ego qui dépasse largement la Tour Eiffel et la nouvelle tour qu'on va nous imposer, triangle. Mais je considère qu'ils oublient souvent que tout seul on fait rien du tout. Et comment aimerais-tu que l'histoire se souvienne de toi, non pas l'homme des titres, mais l'homme derrière les missions ? J'aimerais qu'on se souvienne que j'ai mis en place une vertu cardinale pour les unités d'intervention, qui ont un pouvoir énorme qui est le pouvoir de tuer.
ce pouvoir, pour ceux qui croient, qui est le pouvoir de Dieu, qui me paraît tellement important, monstrueux, et pour ceux qui ne croient pas, cette notion sur la vie qui nous transcende tous, qui fait que la supprimer tout d'un coup, alors que c'est tellement quelque chose d'exceptionnel et quelque chose d'atroce. Et j'ai voulu monter cette unité qui amenait à un moment à une utilisation des armes et donc à faire disparaître cette vie, que les gens auxquels je donnais ce pouvoir à travers leur mission et à travers l'arme qu'ils portaient sur eux, considèrent deux choses. Un, tuer, c'est monstrueux. Deux, c'est quelque chose qui te marque toute ta vie. Trois, si ton courage, le substitut de ton courage, c'est l'arme que tu portes à ta ceinture et qui est là pour donner la vie, libérer, devient ce substitut du courage et devient ton courage, t'as pas ta place auprès de nous. Et ça, le GIGN, 52 ans après, cette valeur est toujours la valeur essentielle au groupe. Et si tu devais te poser une question, c'est la dernière question que je vais te poser avec cet exercice du miroir, une question à toi-même, une question qu'on t'a jamais posée, mais que tu portes en toi, laquelle serait-ce ? Pourquoi tu as fait tout ça ? Et pourquoi t'as pas tout réussi ? Alors pourquoi tu as fait tout ça, Christian Proutot ? Parce que j'ai des valeurs, j'étais boy scout, j'ai fait du scoutisme, j'ai eu des parents qui m'ont éduqué, qui m'ont appris un certain nombre de choses, des grands-parents, donc des images. Quand je disais que l'on fait rien tout seul, on se construit pas tout seul non plus. Et on est construit à travers des professeurs, à travers des gens qu'on a croisés, qui ont énormément compté pour soi. Mon prof de judo, je pense encore à lui, à Chouziouge, mon prof de philo en terminale, qui était tellement un homme tellement incroyable, et je trouve tellement triste d'être à peu près le seul à me souvenir de lui. Ces profs, ces gens qu'on a rencontrés et qui étaient des gens qu'on n'aurait jamais voulu être et qui du coup nous ont appris beaucoup de choses à ne pas être comme eux. Donc on apprend également du négatif. Et enfin, ce que je crois le plus important, c'est ce que j'espère avoir transmis à ceux qui ont été sous mes ordres. Et si j'ai la faiblesse d'écouter ce qu'ils me disent parfois, je pense que j'ai plutôt réussi aussi. Et précisément, tu leur as transmis quoi à tes hommes qui étaient sous tes ordres ? Je te reprends le miroir. Merci, Christian. Cette valeur essentielle de la vie. Et certains disent, si on ne vous avait pas croisé, on aurait cru qu'il était normal d'éliminer quelqu'un qui nous fait obstacle. Parce que le droit nous donnait la possibilité de le faire. Maintenant, avant de le faire, on en a pensé. Et on n'est pas toujours content que vous nous l'ayez dit, mais on est heureux d'avoir conservé cette valeur. On me l'a encore dit récemment. Christian, si tu pouvais t'adresser au jeune garçon que tu étais à 11 ans ou 13 ans, que lui dirais-tu à ce préado ? Je lui dirais, en fait, tu portes en toi ton devenir. L'homme que tu n'es pas encore, qui est en devenir, c'est toi qui vas le construire. Et donc, n'essaye pas de trouver comme excuse que tu n'as pas réussi. On ne réussit que parce qu'on veut réussir. Et on se donne les moyens de réussir. Et je crois que c'est une vertu cardinale pour tout le monde. Tout le monde a dans son domaine, comme disait l'empereur Napoléon, dans sa gibecière, chaque soldat a les éléments qui lui permettront peut-être un jour d'être général. À l'adolescence, quelles étaient tes préoccupations, tes envies, tes colères ? On a fait un bond, quoique l'adolescence, la préadolescence et l'adolescence, c'est vraiment que quelques années qui vous séparent, mais c'est déjà un chemin qui s'est peut-être quelque peu construit, justement. Alors, j'ai eu la chance d'être très jeune considéré comme, par mes copains, comme celui qu'il fallait suivre. Des fois pour faire des bêtises, mais le meneur, quoi. Et ça m'a suivi toute ma vie, donc j'ai fait du scoutisme comme je le rappelais, j'ai eu une salle de judo que je tenais alors que j'étais jeune et que mon professeur s'étant broyé le dos, il m'a confié cette salle, donc j'ai eu toute cette salle à tenir, donc à 16 ans je tenais une salle de judo, et petit à petit, à chaque fois, que ce soit à travers le scoutisme, à travers les responsabilités que j'ai acquises, et le fait d'avoir autour de moi des gens
de finir par les amener en vacances, organiser, ce côté organisateur. J'ai passé ma vie avec les autres. Et c'est là que je me suis rendu compte que ma richesse, c'était d'être entouré et d'avoir ces gens autour de moi. Et lorsque tu étais ado, c'était quoi tes colères? Sincèrement, j'en ai pas. J'ai toujours été choqué par ce qu'était le monde, mais comme j'ai toujours été persuadé que je pourrais le rendre meilleur, eh bien, c'était pas une colère, c'était plutôt une énergie. Je transformais ce qui aurait pu être pour certains de la colère en une énergie pour avancer. Et j'ai toujours avancé comme ça, y compris dans les moments les plus difficiles. Nous avons évoqué la préadolescence, nous avons évoqué l'adolescence. Maintenant, c'est le jeune adulte auquel je vais m'adresser. Avec le recul, tu aurais aimé entendre quoi à 18 ans? Quelque chose qui t'aurait peut-être permis d'avancer à ce moment-là, à 18 ans. À 18 ans, j'aurais sûrement aimé que l'on me dise vers quoi je devais me tourner, parce que je ne le savais pas trop. Alors que je pensais que j'étais fait pour toute autre chose, en particulier j'étais un bon dessinateur, un mauvais musicien, mais même si ma maman pensait qu'elle avait enfanté Chopin, mais et elle m'avait mis au piano, j'avais 4 ans. J'étais pas un très bon pianiste. Je suis devenu guitariste, mais un guitariste fait pour les copains, quoi, pour faire chanter la bande qu'il y avait autour de moi. Je dessinais, mais j'étais pas Michel-Ange, alors que c'était mon idole. J'ai pensé pouvoir faire l'école du cinéma. Et sans le savoir, celui qui m'a reçu m'a fait comprendre que c'était pas ma place. Alors que j'étais persuadé d'avoir entre guillemets, du talent. J'étais un très très bon copiste. Et j'étais venu d'ailleurs à cet entretien avec des copies d'Okuzai, de Caillebotte, etc. dans mon carton à dessin. Et il m'a dit que j'étais sûrement un bon copiste, mais que j'avais pas de talent. Donc je suis parti, j'ai pas fait l'école du cinéma où je voulais faire des décors. Et c'est en sortant de là qu'il m'a rendu service et que j'ai découvert une grande affiche « Engagez-vous, engagez-vous » et qu'une lumière s'est faite. Je me suis dit, j'étais préparé sans le savoir, être militaire. C'est là où tu as eu le fameux déclic. Absolument. C'était une petite tristesse pour ta maman, puisqu'elle te voyait déjà dessinateur, puisqu'effectivement tu étais certainement le meilleur, le plus beau des dessinateurs pour ta maman. Et effectivement, tu as décidé, je dirais, de prendre le chemin du papa et le chemin aussi du grand-père, puisque tu parles de ton papa, tu en as parlé là, en tout début d'entretien, l'importance d'avoir un père gendarme, ou d'avoir un père tout court, et d'avoir aussi un grand-père avec une très forte personnalité, aussi gendarme. Oui, mon grand-père était le gendarme tel qu'on l'imagine à travers ce qu'on appelle les images d'Épinal, les moustaches en guidon de vélo de course, et il avait une rigueur. Par exemple, si je voulais 3 sous pour m'acheter des bonbons, il me dit « tu dois les gagner ». Donc j'allais scier du bois avec lui. Il m'a appris les vertus du travail, le fait qu'on ne gagne rien sans rien et qu'il y a un effort à donner. Voilà, alors mon père, lui, je l'ai vu en tant que commandant de compagnie, en plus en Corse, à Ghisonaccia, pendant 7 ans. Alors, entre-temps, je suis allé aux enfants de troupe, donc je revenais que pour les vacances scolaires. Et surtout, j'ai appris à être dans un pays où il y a une personnalité. La Corse est une personnalité. Et surtout, j'avais un instituteur corse qui était Monsieur Stefanini. Stefanini, Ah oui. qui était un homme extraordinaire, qui fait partie des hommes, à travers la question que tu posais tout à l'heure, qui font que tu sors jamais complètement indemne de la rencontre. Tu te souviens d'une phrase en particulier que ton instituteur, Monsieur Stefanini, une phrase qui t'a marqué à vie? Il nous a dit un jour, parce que un de mes camarades avait chahuté, et lui, il était très très sévère. Donc tu avais 2 ou 3 niveaux de classe, je ne me rappelle plus. Il nous avait dit, ce sont ceux qui avancent en tête qui font marcher ceux qui restent derrière. Et il considérait que quand on était un peu plus doué dans la classe que les autres, on devait faire des choses pour les autres. Et je trouvais ça extraordinaire. Tu as grandi en Corse pendant 7 ans. 7 ans, ça marque la vie d'un homme. Quels souvenirs te reviennent spontanément de cette époque? Un souvenir qui n'a rien à voir avec ce qui attire la jeunesse actuellement, c'est ce côté sauvage de la Corse. Moi, j'ai connu la Corse du maquis, la Corse des arbousiers,
les odeurs au printemps, le maquis, parce que le maquis, c'était avant ce que j'appellerais la révolution économique de la Somivac, qui a tout labouré pour faire les fermes modèles qui ont fait ensuite tout le vin sur la côte orientale, donc du côté d'Aléria et tout. Mais Ghisonaccia, à la limite de la maison, c'était le maquis, les étourneaux, qui se rassemblaient et qui tournaient dans le ciel. C'était les merles qui chantaient, les tortues sauvages que nous avions dans le jardin, les fruits qu'on allait prendre directement sur l'arbre. Toute une période peut-être idéalisée d'une enfance sans souci, vivant au milieu de la nature, des ânes un peu sauvages qu'on arrivait à monter, à jouer aux cow-boys et aux Indiens. Voilà, tout ce qui fait que une jeunesse peut se passer sans souci, avec tout ce que la jeunesse a d'insouciance. Et c'est une odeur très particulière que celle du maquis. Oui, l'odeur du maquis. Juste une anecdote en passant. Ceux qui ne sont jamais allés en Corse ne peuvent pas comprendre. Quand on arrive par le bateau, il faut arriver par le bateau. Par le bateau de nuit, oui, le matin. Absolument. On va sur le pont au lever du soleil, et avant de voir la Corse, on la sent. Et ça, dans l'autre sens, paradoxalement, alors que pourtant, on pourrait penser qu'il n'y a que cette partie de la Méditerranée qui sépare la côte du continent. Quand on arrive dans l'autre sens, je n'ai jamais eu ce sentiment des odeurs. C'est un sentiment que je partage avec toi, puisque moi je suis d'origine corse, maman Césarine, et le propriétaire également de ce théâtre a une histoire d'amour avec la Corse, donc on est réunis. Y a-t-il une leçon de vie, un geste, une parole, une tradition qui t'accompagne tout au long de ta carrière, depuis que tu as eu effectivement cette vie pendant 7 ans en Corse? Alors, ce que j'ai retenu de la Corse, c'est à travers les Corses typiques que rencontrait mon papa, cette fidélité à l'amitié. Et ça, alors la Corse, il y a beaucoup à dire. Alors on ne va pas rentrer dans le côté obscur de la Corse. Mais il y a tellement d'autres choses magnifiques à dire. Voilà. Mais cette notion d'amitié, elle est extraordinaire. Et mon père l'avait cultivée. Mon père avait un rapport à l'autre, même en tant qu'officier, où pourtant l'ordre et le gendarme en Corse, bon, c'est pas forcément toujours quelqu'un qui facilite les choses. Et quand je dis les choses, c'est le côté obscur, voilà. Mais on a toujours respecté mon papa à tel point qu'en 1958, lors des événements de 58, tous les partis, parce que la Corse est une multitude de partis, n'arrivant pas à s'entendre au moment de ces événements, ils ont dit il faut qu'on prenne quelqu'un qui soit au-dessus de la mêlée. Et ils ont choisi le lieutenant de gendarmerie. Et ils lui ont dit mon lieutenant, vous n'êtes pas de tout ça. Alors nous, on a besoin de quelqu'un, d'un arbitre. Et il était président du comité de salut public en tant qu'officier de gendarmerie, ce qui est un paradoxe, en 58, pour éviter que ça bouge, justement, et que les gens s'étripent entre eux. Et quelque chose que tu as gardé en toi, même dans les moments les plus extrêmes de cette leçon de vie corse, qui t'a accompagné toute ta vie? Ben, j'en reviens à l'amitié, c'est-à-dire le fait, la fidélité, le fait de se souvenir de ce que les gens ont fait pour vous. Savoir, j'en reviens à ce que je disais, qu'on est tous tributaires de ce que l'on a appris, et c'est en même temps, il faut savoir rendre, parce que on t'a donné quelque chose, et il y a une contrepartie à un moment. Si tu peux la donner, si tu as l'occasion de la donner, il faut pouvoir la donner. J'avais organisé avec mes parents, pour mes boy scouts, une visite, enfin un voyage, pour amener des enfants de Pithiviers, mes boy scouts, j'en avais 70, et il y en avait 40 qui n'avaient jamais vu la mer. Ça paraît extraordinaire maintenant. Et j'ai dit à mon papa, mais on pourrait peut-être organiser un voyage avec mes boy scouts en Corse. Mais il y avait besoin d'adultes, donc il y avait un professeur qui avait accepté de nous encadrer, et nous étions allés en Corse. Et mon père a construit une partie de ce voyage que je ne pouvais pas construire, c'est d'avoir des points relais en Corse
pour pouvoir justement, s'il y avait un souci et tout, avec des enfants, avoir réglé ses problèmes. Et il s'est appuyé sur tous les gens qu'il avait connus en Corse. Et quand on est arrivé en Corse, on avait eu l'impression, avec mes Boy Scouts, de l'avoir jamais quitté. Ils étaient là, ils nous ont accueillis au bateau. C'est la famille. Et c'était la famille. Qu'ils accueillaient absolument. On va rester en Corse, 1980, Ajaccio, et je vais te laisser poursuivre justement cette opération afin de nous remettre dans le contexte. Oui, alors, ce qui s'est passé à Ajaccio, c'est que, à la suite d'un enterrement d'autonomistes à Bastelica, il y avait eu un regroupement d'hommes armés comme les Corses le font toujours, c'est-à-dire ils ont voulu rendre honneur, entre guillemets, à leurs camarades en armes. Il était interdit en France de se promener en Corse, et encore plus, en affichant un groupe qui était le FLNC et qui avait largement fait parler de lui à ce moment-là. Il est décidé par les autorités qu'il fallait intervenir sur Bastelica pour, au cours de cette opération, faire prisonnier le maximum de ce groupe qui était près de l'église. Pour éviter qu'il y ait un face-à-face entre la gendarmerie et le FLNC, on leur avait donné des informations pour leur dire où étaient les gendarmes pour pouvoir s'enfuir. Et qu'il n'y ait pas cet affrontement que tout le monde craignait. Parce qu'il n'y a rien de pire que la montée en pression quand les gens ont un fusil. Et ils sont allés se réfugier à Ajaccio. Donc ils ont réussi à sortir du bouclage qui avait été fait par la gendarmerie mobile et les gendarmes sous l'autorité du préfet. Et ils se sont réfugiés à l'hôtel Fèche pour continuer en gros leur action et parler du problème de l'autonomie corse et de l'identité corse. Dans cet hôtel, il y avait quelques otages, entre guillemets, qui étaient des touristes, quelques touristes. Il y en avait une dizaine, il y avait le patron de l'hôtel et tout, mais ils étaient 36 dans l'hôtel, tous armés de fusils. Et ça a déclenché un certain nombre d'événements dans Ajaccio. Il y a eu, au bilan, 3 morts, 2 civils corses, un au cours d'un barrage, une voiture, une jeune femme, au cours d'une tentative d'interception avec, entre guillemets, refus d'obtempérer, ouverture du feu, et dans une manifestation, un CRS qui a été assassiné. Donc on était proche de l'insurrection, on était dans un schéma insurrectionnel. Et le fait que les Corses soient retranchés, le FLNC, dans l'hôtel, augmentait en même temps cette pression, y compris pour ceux qui n'étaient pas forcément pour le FLNC, mais qui trouvaient qu'on traitait mal les Corses et la Corse. Et le préfet, les autorités, le procureur, avaient décidé, après qu'on ait fait appel au GIGN, que je devais faire cesser tout ça. Il fallait que l'ordre revienne et effectuer l'arrestation des 36 Corses. Et justement, ta connaissance intime de l'île a-t-elle influencé ta manière d'aborder cette mission ? Oui, complètement, parce que je connaissais bien, pour avoir grandi avec eux, il ne faut pas oublier qu'une grosse partie du mouvement autonomiste est venue de la plaine orientale d'Aléria, dont je rappelais tout à l'heure que la semi-vague qui a été promise aux Corses pendant des années a, comme par hasard, après la fin de la guerre d'Algérie, a été mise en œuvre, alors qu'elle aurait pu l'être avant, et que le partage des terres agricoles, devenues agricoles, mais qu'on ne pouvait pas rendre agricoles tant que le maquis, qui était infranchissable, hein, le maquis était très très épais, a pu être nettoyé et mis en valeur par la création de fermes modèles. Et ces fermes, elles sont arrivées, non pas parce que les pieds noirs auxquels on a donné une partie de ces terres, les pieds noirs avaient fait le travail, mais parce qu'on leur a remis les fermes clés en main. Et le pourcentage de fermes clés en main aux pieds noirs et aux Corses a été en faveur des pieds noirs, considérés comme spoliés en Algérie, mais parallèlement, comme me l'avait expliqué mon professeur, qui m'avait bien expliqué tout ça, m'a dit « Mais Christian, c'est une spoliation.
Et comme il n'y a pas eu d'équilibre dans cette spoliation, les Corses auraient bien accepté qu'une partie revienne, mais pas dans les proportions qui ont été faites. Donc je connaissais tout ça. Et je savais qu'il y avait une part d'injustice qui avait motivé le FLNC. Ce qui fait que, ayant grandi au milieu d'eux, quand dans l'opération qui m'a été imposée, j'ai monté mon opération pour leur donner une chance de pouvoir se rendre. J'avais monté une opération où je voulais essayer d'éviter l'affrontement. L'immeuble faisait 4 étages. Je gazais avec un gaz particulier qui est un CB à haute dose tout l'hôtel à partir de l'étage supérieur, du 4e étage. Il y en a un de plus maintenant. Hein. Donc si les gens vont voir l'hôtel Fesch suite à notre entretien, qu'ils ne soient pas surpris de voir qu'il y a un étage de plus qui a été construit depuis que j'ai fait cette opération en janvier 80. J'avais donc décidé de passer par le toit. Une autre équipe, elle, bloquait l'entrée de l'hôtel pour pas que les gens puissent s'enfuir. Ce passage par les toits devait se faire à un moment pour créer la surprise et en même temps gazer. Sauf que nous avons appris qu'une partie du commando avait envisagé de faire le chemin inverse que nous allions faire nous et de s'enfuir par les toits. En arrêtant un garçon qui avait fait, lui, la reconnaissance pour faire le cheminement. Je décide, malgré tout, de faire l'opération, en me disant, au pire, je me retrouverai en phase 2 et j'aurai un avantage tactique, c'est-à-dire, eux espérant partir, se retrouvant en face à moi, on aura l'opportunité d'ouvrir un dialogue. Et c'est ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé face à l'éclaireur qui allait qui ouvre la porte, qui est sur le toit et qui se retrouve en face de Proutot parce qu'on ne voyait pas mes autres hommes dans la nuit. Et il revient en claquant la porte, en hurlant, ils sont là. Donc, nous étions là. Et moi, je décide de rentrer et je me retrouve face à Lorenzoni. C'est ça. À Marcel Lorenzoni. Le grand frère. Qui était, lui, en charge de guider la partie du commando qui allait s'exfiltrer par les toits. Et je me trouve en face d'une forêt de fusils. Parce que ils étaient dans l'escalier, prêts à sortir. Et comme ils avaient tous des fusils... Et alors, quelle impression ça fait Ça fait quelle impression, cher Christian, de se retrouver face à une forêt de fusils, même si tu connais les Corses? Oh, mais un coup de feu est si vite parti. Donc, même en connaissant les Corses... Et donc, tu as parlementé. Alors, quand ils ont vu un homme tout seul, avec un revolver à la ceinture, même fut-il GIGN, Marcel Lorenzoni, pardonnez-moi pour l'accent, mais j'essaye de remettre un peu dans l'ambiance, il me dit « Qui es-tu, toi ?» Eh oui. Je suis Christian Proutot, je commande le GIGN. Ah, le GIGN, j'ai entendu parler. Mais tu es tout seul. J'avais deux garçons derrière moi. J'ai dit « Oui, mais nous sommes les meilleurs tireurs du monde. Et vous, oui, mais regarde-nous. » J'ai dit « Non. Pense à ce qui va se passer si tu ne maîtrises pas tes hommes. Tu vas être responsable de leur mort, parce que je te rappelle que nous sommes les meilleurs tireurs du monde et que vous ne pourrez pas sortir. Et que si vous ouvrez le feu, nous serons obligés de riposter. Et si nous ripostons, tu porteras la mort de tes hommes sur la conscience. » Dis d'accord. Et j'avais mon brevet parachutiste. Et il avait fait son service national. Donc c'était un lien qui lui a parlé tout de suite. Et il me dit... quel est ton numéro de brevet? Je lui dis, je m'en souvenais, 385 003. Il dit, ah, d'accord. Alors, tu es un homme d'honneur. Donc, si tu es un homme d'honneur, on va pouvoir discuter. Je dis, il n'y a rien à discuter. On va discuter les conditions de la reddition. C'est tout. Vous avez des fusils, je dois vous arrêter. Je vous arrêterai quoi qu'il en coûte. Mais si on veut épargner nos hommes, il faut qu'on discute. Alors on va discuter. On veut se rendre dans l'honneur. C'est important pour les Corses. Je dis dans l'honneur, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il faut quelles sont les conditions qui peuvent être considérées comme de l'honneur? Eh bien, on ne va pas donner tous les fusils. J'ai commencé à ne pas donner tous les fusils. Si vous vous rendez, il faut tous les fusils. Non, mais vis-à-vis des journalistes, il faut quand même qu'on donne des fusils, qu'on montre qu'on a fait le geste. J'ai dit, OK. Vous garderez 3 fusils
on enlève tous les autres, et à ce moment-là, devant les journalistes, en bas, vous rendrez les 3 fusils qui restent, que nous aurons désarmés avant. Et puis, on voudrait chanter nos chants. Je chantais, vu le prix que je gagnais avec cette petite concession, pourquoi pas, ça ne changeait pas grand-chose. Et dit nos étendards. Bon, parce qu'ils avaient des drapeaux avec la tête de mort, sur un drap de lit, au pochoir. Je dis, moi, ça ne me gêne pas du tout, vous garderez vos drapeaux. Bon, il dit, je suis d'accord. Il faut quand même se dire que nous étions 2 groupes de 12, donc 24, et eux, ils étaient 36. Donc l'équipe qui était en haut, on est descendu sur le toit, et il fallait leur prendre les fusils. Donc toute mon équipe arrive derrière moi, et un par un, on prend chaque fusil. Il y avait le mouvement des culasses, avec le bruit qui va avec, et je me suis dit, si un coup maladroit part, qu'est-ce qui va se passer et tout. J'oublie juste une petite anecdote que je ne peux pas résister au plaisir de raconter. J'avais, comme je l'ai dit au début de l'entretien, mon revolver, et 2 garçons qui étaient derrière moi en appui sur le palier. Et il me dit, bon, tu dis qu'on peut te faire confiance, mais t'as pas confiance, t'as un revolver. Je dis, moi, mon revolver, je l'enlève. Et comme dans les westerns, je déboucle ma ceinture de ceinturon, et je la passe à mes hommes derrière qui hurlaient, il va vous descendre, gardez votre arme et tout. Je dis, vous m'ennuyez, vous prenez mon revolver. Et il me dit, tu es bien l'homme que je pensais. Et il passe son fusil, lui, qu'il avait, à celui qui était derrière lui. C'est des choses comme ça. Ça a l'air d'être juste de la gestuelle, un peu, quand je le raconte comme du cinéma, le côté mytho que je vous ai dit de ma vie, que je vous racontais, ça s'est passé comme ça, d'homme à homme, cette espèce de rupture de la tension est tombée comme ça. Mais est-ce que tu lui as parlé corse? Non, je pas du tout. Pas parlé encore du tout. Et cette opération, elle t'a appris quoi sur toi? Elle m'a appris le fait de ne pas être tout seul et de sentir mes hommes derrière. Ça, c'est important. Mais elle m'a appris également ce qui me paraît toujours essentiel, que le geste le plus beau dans le métier que j'ai fait, c'est la reddition. Amener les gens, lorsqu'ils sont passés de l'autre côté du miroir, à revenir du bon côté. En 1980, à Pauillac, un forcené retranché ouvre le feu et tu reçois 45 plombs dans le corps, précisément même dans le visage. Ce jour-là, tout aurait pu s'arrêter. Christian, quand tu as vu le canon se lever, as-tu pensé que c'était fini? J'ai surtout pensé que c'était fini quand j'ai vu les flammes. Parce que quand j'ai vu le canon, je discutais avec lui. Déjà, le canon était pointé avec moi. Il était 3 mètres derrière. Il y avait une petite baie vitrée. Donc je le voyais très bien. On pouvait parler à travers la porte. Et il était caché derrière un lit qu'il avait mis comme un obstacle. Et j'étais pratiquement persuadé qu'il allait se rendre. Il avait commis l'irréparable avant, donc je l'avais mis en confiance. Et comme souvent les forcenés, il y a une pointe dans l'agressivité. Ce que je disais tout à l'heure, quand ils passent de l'autre côté du miroir, ils sont en rupture de banc avec tout, les règles de la société, avec le monde. Donc c'est un autre univers. Et toute la force de ce métier, c'est de comprendre qu'on a en face de soi quelqu'un qui est pas comme nous. S'il était comme nous, il ferait pas ce qu'il fait. Il tirerait pas sur les gens, tout ça pour une histoire d'expulsion, parce qu'il avait des dettes à en plus finir. Le drame d'une vie courante. Il avait tué sa femme et ses 2 enfants. Ouais, oui. Et c'était, donc tout ça était douloureux, mais il faut toujours rentrer, passer aussi de l'autre côté du miroir. Donc se mettre dans la peau de l'autre pour le comprendre et l'amener à revenir vers soi. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une rupture, et c'est souvent terrible dans ce genre de situation. Cette rupture, elle a été faite, malheureusement, par des journalistes qui faisaient leur métier, un journaliste, un caméraman, qui a allumé un projecteur. Il était 23h, il faisait nuit, c'était juste éclairé par une petite loupiote, la cour dans laquelle je me trouvais. J'étais devant la porte de l'appartement et j'étais dans une petite cour. Et le périmètre de sécurité avait été mal fait et des caméramans ont pu passer, un caméraman et son projectionneur,
celui qui faisait l'éclairage. Et c'est un peu comme un poursuiteur, l'éclairage à cette époque. Ce qui fait qu'il a pris, j'ai vu un rond de lumière se faire, avec mon ombre à moi, se découper, mais il a pris toute la lumière dans le visage, le forcené. Et son fusil qui était tourné vers moi, j'ai lu dans ses yeux, parce que je voyais que son regard, qu'il allait tirer. Mais vers la lumière, je pense que c'est pas moi qui voulais tuer, c'est cette lumière qui était agressive, et il a voulu tirer sur la lumière, et c'est moi, comme j'étais dans l'axe, qui ai tout pris. D'ailleurs, le trou dans la porte vitrée fera le diamètre d'un CD. Donc, en gros, un visage. Et quand tu es touché par cette balle, qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens de la douleur, tu ressens de la peur, puisque bon, nous, on a cette chance, effectivement, de jamais avoir pris de balle. Donc toi, qui est touché par cette balle, tu ressens quoi? Première chose, je me souviens de ce que j'ai pensé, j'ai dit je suis foutu. Je savais qu'il allait tirer, je suis foutu. Et il a tiré les 2 coups de feu, puisque c'était un juxtaposé. Il a tiré. Je vois les flammes qui sortent du canon, et c'est un adage chez les militaires, on n'entend jamais la balle qui vous tue. Bien sûr, puisqu'on est mort, mais il y a le problème de la vitesse du son. Et donc, je n'ai pas le souvenir du bruit, je n'ai le souvenir que des balles. Seules mes oreilles ont le souvenir du bruit, puisque j'ai encore les acouphènes du coup de feu. J'ai été renversé, comme on le voit dans les films, et mes gars m'ont dégagé. Et je suis. Tes gars étaient en panique, et ils étaient même en panique, et effectivement, ils étaient même très très inquiets pour toi. Parce que pour eux, ils étaient convaincus que le grand était mort. Voilà, le grand était mort. Ouais. Je me souviens de la phrase que j'ai entendue, la dernière phrase, le salaud, il a tué le grand. Voilà. Mon surnom au groupe, c'est le grand. Donc j'ai été évacué. Je me souviens d'avoir essayé de leur dire, mais comme j'avais la gorge pleine de sang et j'étais transpercé complètement, j'ai essayé de leur dire ne le tuez pas. Puis après je suis parti dans les pommes, enfin je me suis évanoui, j'ai plus grand souvenir de ce qui et même le médecin, le pompier médecin était persuadé que tu étais il est foutu. J'ai entendu cette phrase, il est foutu, voilà. Et justement après cette blessure, ton rapport à la mort a-t-il changé? J'ai un rapport à la mort assez distant. C'est-à-dire? Je ne sais pas comment expliquer. La mort, je suis comme tout le monde. Je suis pas. Je sais que ça doit arriver, mais c'est pas quelque chose qui me fait peur. La mort qui me gêne le plus, c'est la mort des gens que j'aime, les gens qui sont proches, parce qu'on la vit. La mort, sa propre mort, on la vit pas. Ou du moins, on n'est plus là pour l'apprécier, savoir exactement ce qui s'est passé au moment où on a franchi le Rubicon. Donc, j'ai jamais eu cette peur-là. J'ai eu peut-être, sans m'en rendre compte, l'angoisse de me dire tu prends une décision qui va amener à ce que d'autres personnes perdent la vie, tu engages la vie de tes hommes, c'est une responsabilité énorme, tu engages la vie de tes otages, c'est aussi en créant ton opération, en déclenchant l'opération, mais à ce moment-là, on est transcendé par la mission. On n'a plus le temps de penser à soi. Mais on peut s'en souvenir qu'on a frôlé la mort, et on peut peut-être avoir une philosophie de vie différente, voire même une spiritualité qui te tombe dessus. Oui, mais ça peut être non. Alors, le vrai problème, et c'est ça qui est important à travers ta question, c'est comment toi tu vas réagir. Parce que il y a ce que l'on pense de la mort, et le fait de l'avoir tutoyé, se dire comment mon corps, parce qu'on a tous en nous, sauf ceux qui sont malheureusement les suicidaires, n'ont pas ce problème, ou ce qui est un avantage malgré tout pour rester vivant, qui est l'instinct de survie. Et cet instinct de survie, il va au-delà de soi. On décide pas. Le corps se protège contre notre folie normalement. Et j'avais qu'une crainte en tant que chef, puisque j'ai toujours commandé en tête de mes hommes, d'avoir cet instinct de survie qui prenne le dessus et qui fasse que tout d'un coup, j'ai peur, la peur qui fait reculer. Et à ce moment-là, où on ne maîtrise plus rien et on ne peut plus commander. Et
Pendant tout, je suis resté presque 2 mois à l'hôpital, plus le temps qu'il a fallu avant ma première opération. Mon obsession, c'était de savoir comment je réagirais à nouveau devant une situation qui mettrait ma vie en danger. Et alors? Eh bien, l'opération qui a suivi s'est déroulée entre les 2 tours des élections présidentielles en 81. C'était un détournement d'avion au Touquet. Et quand la sonnerie d'alerte a sonné, j'ai plus pensé à rien du tout. J'ai plus pensé qu'à l'opération que je devais faire. Et j'ai avancé. C'est après coup, je me suis dit, tu t'étais posé des questions, mais dans le fond, ça s'est passé le mieux du monde puisque nous avons réussi l'opération. Et au moment où nous sommes face à face, dans ce joli visage, dans ce visage du grand, combien as-tu encore de plomb? 42. Sur 45? Sur 52, pardon. Sur 52? Oui. Ils ont pu m'en enlever alors, de faire du calcul mental, 7, je crois. Voilà. C'est du plomb de 2, du plomb de chasse. Mais à 3 mètres, ça fait comme une balle. Hein, on dit gerbe. Voilà. Tu as été pendant plus de 10 ans l'homme de confiance de François Mitterrand, chargé de sa sécurité et de missions sensibles à l'Élysée. Avec le recul, comment décrirais-tu la relation que tu avais avec le président? Alors, j'ai d'abord une image de celui qui représente la France, qui était élu par les Français au suffrage universel. Une notion de piédestal. Je considère que le premier des Français est au-dessus de nous. Et le rapport qu'on a avec lui n'est pas le même que le rapport que l'on a, y compris dans une hiérarchie, avec un supérieur hiérarchique. Le poids qui pèse sur les épaules du chef de l'État, en dehors de la conduite de l'État, mais qui est surtout faite par le gouvernement, lui n'ayant que le rôle de celui qui choisit le Premier ministre à travers une politique qui l'a conduit à être élu, ou un choix politique, il se trouve que ce rapport est complètement différent. Donc pour moi, le président de la République, c'était quelqu'un, même si je considère que j'avais fait des choses que lui n'a jamais faites, qui était au-dessus de moi, et j'ai toujours eu avec lui un rapport très distant. En plus avec une personnalité très particulière qui était celle de François Mitterrand, où on n'avait pas vraiment envie de lui taper, lui faire une tape sur le dos. Parce qu'il savait maintenir cette distance. Et je trouvais que c'était très bien pour nous deux. Moi, j'assurais ma mission, et lui, il savait qu'il pouvait me faire confiance. Et selon toi, c'est la même question que je vais te poser, que je t'ai posée. Qui était vraiment François Mitterrand? Pas le président, mais l'homme. Alors, l'homme François Mitterrand, d'abord, c'était un homme très cultivé, mais ça, à la limite, ça n'a pas forcément, par rapport à la valeur intrinsèque de l'homme, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais c'était un homme qui avait le sens de l'amitié, poussé peut-être des fois un peu à l'extrême. Et qu'il n'a jamais trahi. Moi, je sais que j'ai eu des soucis, un peu à travers la mission qu'il m'avait confiée, il faut le reconnaître, mais pour connaître d'autres exemples que je ne citerai pas, il avait conscience qu'il était responsable de ce qui m'arrivait. Il m'arrivait ou m'arriverait. C'est d'ailleurs comme ça qu'il m'a nommé préfet, puisque j'étais commandant de gendarmerie, et il m'a fait nommer préfet au tour exceptionnel, parce qu'il m'avait dit: la gendarmerie n'acceptera jamais de vous reprendre compte tenu de la position que vous avez eue auprès de moi. Donc, en vous mettant au haut de la fonction publique, vous n'aurez pas ce problème. Mais il avait cette personnalité de la personne qui sait que une partie des problèmes que vous portez, que vous avez, il en a en partie responsable. Et il savait, à ce moment-là, avoir le geste, la parole, pour vous dire qu'il en était conscient et que vous compreniez qu'il le savait. Donc vous aviez quand même certains points communs. Y a-t-il une chose que tu ne lui as jamais dite, mais que tu aurais aimé lui dire? Je lui ai écrit quelque chose, mais je ne le lui ai pas dit. J'ai pas eu la force de... Pas la force, ou je sais pas, peut-être parce que je pensais que c'était mieux en l'écrivant. C'est à peu près le seul mot. Je lui ai dit, après... quelque chose qui m'avait énormément touché dans son attitude à travers les difficultés que je rencontrais.
je lui ai écrit, je me souviens de la phrase, « Monsieur le Président, jusqu'à présent, je servais le Président de la République, et si vous le permettez, à partir d'aujourd'hui, je servirai aussi François Mitterrand. » C'est-à-dire, 3 petits points. Ta phrase est claire, nette, extrêmement précise. Et comme on aime, et comme tu aimes dire, carré cadré. Je voulais qu'il comprenne que ma mission de servir le Président de la République allait maintenant au-delà, puisque j'avais eu le privilège de voir qui était l'homme Mitterrand. Donc effectivement, tu étais le gardien de secrets d'État, mais également le gardien d'un secret de famille pendant des années. Qu'est-ce qui t'a le plus pesé, le poids du secret politique ou celui de l'intime? Alors c'est surtout celui de l'intime, parce qu'après tout, l'émission que l'on confie, on pourrait toujours faire comme disait MacMahon, se soumettre ou se démettre, on peut toujours partir, hein. Même si au moment où j'ai pas souhaité venir à l'Élysée, on m'a rappelé que j'étais militaire et que c'était un ordre, donc je suis allé à l'Élysée sur ordre, contraint et forcé. C'était pas une ambition, c'était, on m'a dit, Proutot, vous allez créer le GSPR à l'Élysée. Bon, donc je suis allé créer le GSPR. Et il y a dans cette part de découvrir l'intime également quelque chose qui pour moi était essentiel. Mazarine avait un peu plus de 6 ans, et puisque c'est la fille effectivement de François Mitterrand, que l'on disait fille cachée, voilà, de François Mitterrand. Et pour moi, mon but c'était qu'elle soit en sécurité, parce que qu'elle soit connue l'aurait rendue encore plus vulnérable. Donc comme j'étais en charge de sa sécurité, même si j'avais rien demandé au départ et qu'on me l'avait pas dit qu'elle existait, parce que je l'ai pas su quand j'ai pris la mission. Je l'ai su 1 mois, 3 semaines, 15 jours après avoir pris le début de la mission. Quand il a fallu demander au président de la République qui je devais avoir à protéger, alors je cite son frère, sa femme, ses petits-enfants, ses enfants et tout, on a listé ensemble, et il m'a dit une phrase complètement sibylline: pour le reste, allez voir Rousselet. Rousselet était directeur de cabinet à l'époque. Et quand je suis allé voir Rousselet, un peu énervé de me voir rentrer dans son bureau alors que j'avais pas de rendez-vous, j'ai découvert d'ailleurs, j'aime le dire parce que une phrase magique: je sors de chez le président. C'était la phrase magique. Ah bon, alors asseyez-vous, qu'est-ce qui se passe? Eh ben voilà, le président m'a dit, j'ai fait le tour de toutes les personnes à protéger, il m'a dit pour le reste, voyez avec Rousselet. Je vois M. Rousselet, qui était très vieille France, costume 3 pièces, très, très classe, se lever derrière son bureau, ce qu'il ne me faisait jamais, me prendre gentiment par le bras, bien, c'est délicat, allez voir François de Grossouvre, autre conseiller du président, conseiller spécial, il va tout vous expliquer. Et je suis allé voir François de Grossouvre. Je sors de chez le président. Je remets, au moment où je commence à me faire gronder, mais nous n'avons, mon petit, il appelait tout le monde. Le grand, il appelait le petit. Oui. Mon petit, je suis très occupé, que se passe-t-il? Je sors de chez le président, monsieur, je suis désolé. Asseyez-vous. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Et je suis passé voir monsieur Rousselet, qui m'a dit de venir vous voir, parce que le président m'a parlé de pour le reste, mais je ne sais pas ce que c'est le reste. Et il me dit, ah oui, c'est délicat, il y a une seconde famille, je suis le parrain de Mazarine, je vais appeler sa maman, vous allez la voir, et vous allez voir avec elle comment organiser la sécurité de Mazarine. Et quel effet ça fait lorsqu'on on apprend cette information, une information effectivement sensible et... Eh ben, on se dit, je croyais que ça allait être compliqué, mais ça l'est vraiment. Voilà, c'est pas simple. Bon, ben après tout... Et quand tu repenses à la petite demoiselle, toi qui étais le petit, pourtant qui est grand, à la petite demoiselle, c'était Mazarine, quel souvenir te revient en premier? Une petite fille mutine qui a beaucoup joué avec sa sécurité. Quand elle est devenue un peu plus grande, un peu ado, ça a été un peu compliqué, mais qui savait qu'elle pouvait compter sur eux, et qui, effectivement, a pu compter sur eux, parce qu'ils étaient tous pères de famille, et ils savaient tous que cette partie de protection, elle serait beaucoup plus compliquée si Mazarine était connue, et qu'en la protégeant de l'extérieur,
on lui permettait de grandir en paix. Elle nous l'a un peu reproché parce que, bien évidemment, nous n'étions pas responsables de la situation, mais la situation faisait qu'elle n'a pas été une adolescente comme toutes les adolescentes. Et on l'a pas vraiment privée d'une partie de sa jeunesse, mais on l'a protégée de ce que le fait qu'elle soit la fille cachée du chef de l'État aurait pu avoir comme inconvénient pour elle. En tant qu'homme et père, est-ce que cette mission a révélé quelque chose de personnel en toi? Personnel, j'ai peut-être réalisé à ce moment-là, j'avais une fille qui avait presque le même âge, que je m'étais sûrement plus occupé de la fille du président que de ma propre fille. C'est pas très sympa. Par contre, je n'ai jamais parlé, et mes hommes n'ont jamais parlé, de l'existence de Mazarine. Je voudrais juste leur rendre hommage aussi pour ça, parce que se dire qu'on vous confie un secret, c'est parce que le président l'avait décidé. Moi, ça m'arrangeait professionnellement qu'elle soit pas connue, mais le président avait décidé, quand on voit ce qui se passe au niveau des familles des présidents qui lui ont succédé, on n'est plus à ça près, si j'ose dire. Il y a eu beaucoup de coups de canif dans l'image que l'on avait présidentielle, avec des divorces, avec des choses qui paraissaient, à cette époque, impensables. On pensait qu'un président ne pouvait pas avoir une deuxième vie, même si on en connaissait, pour certains, quelques écarts. Mais là, en l'occurrence, je voulais rendre hommage, je reviens à ce que je disais, à mes hommes qui ont su assurer leur mission, au-delà même de ce qui était possible, puisque ça prenait de leur temps. Le GESPER a une mission H24. On rappelle ce que c'est? Le groupe de sécurité de la présidence de la République. Que tu as créé. Voilà. Le GESPER est nuit et jour avec le président, 365 jours par an. Donc, et avec les gens qui protègent dans l'environnement du président. Il ne faut pas oublier que la personnalité d'un chef de l'État, comme un président de la République, elle est également à travers la vulnérabilité de ses proches. Parce que on peut bien sûr agir, on a toujours l'image de Kennedy, en tuant le premier personnage, mais il y a différentes manières d'atteindre à l'image. Il y a des manières à travers, en faisant sortir de fausses informations, donc des manières médiatiques. L'atteinte à l'image est une manière importante d'atteindre un chef de l'État, mais également le rendre vulnérable à travers ses proches. Le président est celui qui a le pouvoir sur l'arme nucléaire. Une pression exercée sur un de ses proches, est-ce que le président, on ne peut même pas se poser la question de savoir s'il pourrait y résister ou pas. Il ne faut pas être dans cette situation, même si on peut l'imaginer. Et en particulier, pour le président Mitterrand, qui m'avait dit que ses fils, puisqu'il avait 2 enfants de son mariage, ses fils pourraient se débrouiller tout seuls, mais ses petits-enfants n'étant pas responsables du fait qu'il était président, il me rendrait responsable de s'il arrivait quelque chose aux petits-enfants. Donc, on a eu en charge également, mes hommes, la sécurité des petits-enfants du président, de ses belles-filles, etc. Et surtout de Mazarine. De Mazarine. Donc, je reviens, après ces digressions, sur l'hommage à mes hommes, qui ont fait ça pendant des années, au détriment de leur propre vie, parce qu'ils n'étaient pas chez eux non plus aussi souvent. Et qui continuent à garder le silence aujourd'hui. Voilà. Parce que tu sais beaucoup de choses que tu ne nous diras pas. Dont l'adolescence un peu compliquée de Mazarine. Voilà, absolument. Voilà, absolument, mais je te pose pas la question. Non. Tu as gardé des contacts avec Mazarine? Non, j'ai considéré qu'à la fin de ma mission, on s'est revu une fois pour le décès d'un de mes hommes, puisqu'elle avait une petite équipe personnelle pour elle, qu'elle appelait ses gendarmes. Et pendant des années, elle a perpétué, après qu'elle soit devenue Mazarine telle que tout le monde la connaissait à travers ses écrits, puisqu'elle est devenue un auteur... une philosophe brillante, une écrivaine brillante, effectivement, un professeur... Et Mazarine organisait régulièrement ce qu'elle appelait ses déjeuners de gendarmes, avec des anciens qui l'ont protégé, qui allaient récupérer le petit chat quand il montait dans l'arbre, etc.
Ça, c'est génial que d'avoir la mémoire du bien que l'on te fait, puisque effectivement, c'est des moments importants. Alors, on va continuer à avancer, puisqu'on va pas tarder à conclure, et c'est passionnant. Et voilà une série de questions directes, simples. Ces questions commencent par « c'est quoi ?» Donc, Monsieur Christian Proutot, êtes-vous prêt à répondre à ces questions ? C'est quoi ? C'est pas une garde à vue, mais presque. C'est quoi la France pour toi ? C'est le pays où je suis né, c'est le pays qui porte toutes les valeurs en lesquelles je crois. C'est quoi le courage ? Le courage, c'est de savoir affronter sa peur. C'est quoi le chiffre 333 dans ton parcours ? C'est la manière de mesurer une seconde qui est indispensable lorsqu'on fait des opérations qu'on appelle simultanées, où tous les hommes doivent réagir en même temps après un ordre. Comme l'ordre peut les distraire ou les surprendre, quand on crie à quelqu'un « avance », il peut sursauter, perdre de son acuité. Si on lui dit 0 et qu'il sait qu'après 0, il doit compter dans sa tête 3 secondes pour agir, 333, 333, 333, c'est lui qui déclenche son opération et il est plus efficace. C'est quoi le respect de la vie ? Le respect de la vie, c'est le pouvoir ultime, c'est le pouvoir de Dieu, c'est ne pas supprimer quelque chose qui nous transcende tous, c'est le fait d'être là, parler tous les deux, avec quelque chose qui bat en nous, qui est au-delà du cœur qui nous fait vivre, c'est l'âme qui fait vivre l'homme. C'est quoi le respect de l'adversaire ? Le respect de l'adversaire, c'est considérer qu'on n'est pas les juges dans le métier que je faisais, je devais déférer à la justice, et que celui qui était en face de moi avait les raisons de faire ce qu'il faisait. Et je devais respecter ses raisons, à défaut de les comprendre. C'est quoi s'engager pour la vie ? S'engager pour la vie, c'est la devise du groupe, et qui est une devise qui est on met tout en œuvre pour préserver la vie, y compris celle de celui qu'on doit arrêter. C'est quoi ces 3 sortes d'hommes que l'on rencontre dans sa vie, selon toi ? Il y a 3 sortes d'hommes, pour moi c'est bête comme chou. Il y a ceux que l'on est heureux d'avoir rencontrés, il y a ceux auxquels on a quelque chose à dire, et il y a ceux auxquels on n'a rien à dire. C'est quoi la solitude du chef ? La solitude du chef, c'est la chose la plus difficile, c'est la prise de décision à un moment où tout le monde compte sur vous, et savoir que cette décision va engager beaucoup de choses, dont certaines, peut-être, vous ne les maîtriserez pas. Je vais le faire avec l'accent. C'est quoi le sens de la parole donnée, Christian Proutot ? Oh ! C'est ce qui fait qu'on peut se regarder dans la glace que tu me tendais tout à l'heure. C'est quoi être gendarme ? Alors, gendarme, c'est un tout petit peu compliqué. Ce sont des militaires de temps de paix qui ont à la fois la structure qui fait la force des armées, cette structure verticale avec toutes les valeurs qu'elles impliquent et qui sont importantes, et en même temps de temps de paix, c'est-à-dire qu'elle assure la sécurité du citoyen 365 jours par an. C'est quoi le GIGN aujourd'hui ? 52 ans après que tu l'aies fondé en 1973. Alors le GIGN aujourd'hui est une machine qui englobe beaucoup de choses que j'avais construites, dont le GSPR, donc la sécurité de haute personnalité, et beaucoup de missions qu'avait le GIGN, qui du fait de l'évolution du groupe dans le temps, s'est structuré en plusieurs missions. Le GIGN tel qu'on le connaît, c'est-à-dire l'intervention, ne représente sur cette grosse machine que 80 personnes, ce qui est énorme, et pas beaucoup à la fois, en opposition au reste. Tout le reste, c'est le renseignement, c'est la coordination technique, tactique, c'est la sécurité des hautes personnalités, des ambassades, c'est l'aide aux unités de terrain, parce que ça permet d'éviter d'engager des hommes qui n'ont pas l'entraînement du GIGN dans des circonstances comme par exemple les GoFast et autres, où au bout d'une enquête, il faut procéder à des arrestations pour déférer les gens à la justice. C'est quoi le GIGN numéro 1 ? Alors le GIGN numéro 1, c'est le cœur et l'âme du GIGN actuel. C'est eux qui ont créé cet esprit et qui ont créé la force des 4 lettres et ce qu'elles sont devenues depuis. Et le GIGN numéro 1, c'est Christian Proutot.
J'essaye de ne pas personnaliser les problèmes, mais en l'occurrence, je sais qu'une partie de ma personnalité a permis de construire cette unité. Et au-delà même d'une personnalité, et c'est un hommage qu'on rend à ta maman, qui par ailleurs, et Dieu merci, est toujours bien présente. Absolument. Quel âge a-t-elle, ta maman? 102 ans. 102 ans. Et bon pied, bon oeil. Et bon pied, bon oeil. Et toujours critique de son petit, comme elle. C'est son petit. Tu es toujours et tu seras toujours son petit, son enfant, son bébé. C'est ça qui est magnifique. Et c'est formidable que d'avoir sa maman encore bien présente et toujours à tes côtés. Et effectivement, ta maman souhaitait que tu sois dessinateur. Peut-être à un moment, c'était effectivement une voie tracée parce que tu avais le talent et qu'elle était convaincue que tu avais un très grand talent et certainement que tu l'avais. Ce qui ne t'a pas empêché de laisser une trace pour l'éternité, puisque tu as créé le logo du GIGN. Alors, effectivement, j'ai créé les 2 logos. D'abord, le premier, avant que le GIGN devienne parachutiste, qui était un écu, et ensuite le logo rond du GIGN, qui représente, avec le fait d'être rond, l'unité. Je crois énormément à la symbolique, c'est très important. Et j'ai dessiné cet insigne qui est remis régulièrement à tous les jeunes qui arrivent au groupe quand ils ont fait leur année de formation. Parce que après la sélection, à partir du moment où on a 24 ans, on a une sélection sur un certain nombre de volontaires, puisque l'acte premier fondateur de tout homme qui veut aller au groupe, c'est d'être volontaire, gendarme et volontaire. Et ensuite, il a 1 an de formation. Et à l'issue de cette formation, cette qualification qu'il a acquise pendant cette année est résumée par un brevet qui lui est remis, qui est numéroté. Et ce brevet, quand on lui remet, parce que j'ai voulu mettre en place des traditions, j'ai mis en place une tradition avec une phrase que je voulais percutante pour chacun des hommes qui recevaient le brevet. Porte-le haut, soyons fiers. Et je suis heureux de mes hommes, parce que ce brevet dont tu parles, ils l'ont porté haut et je suis fier d'eux. Dernière question, Christian. C'est quoi ou c'est qui l'amour pour toi, Christian Proutot? L'amour, c'est l'attachement à la vie de l'autre. Parce que on n'est rien tout seul, je le redis, et on construit rien tout seul, y compris en famille. Donc, porter de l'amour à quelqu'un, c'est une manière de respecter la vie et de donner un sens à la vie. Christian, il n'y a pas de bonne compagnie qui se quitte. Je te propose de regarder l'objectif de cette caméra. Face à elle, il y a peut-être une ou un jeune gendarme, quelque part en France, qui rêve d'intégrer cette unité d'élite qu'est le GIGN. Quel message aimerais-tu lui transmettre? Je vais lui transmettre le message que m'a transmis mon papa un jour où je pensais que je n'arriverais pas à faire quelque chose de particulier dans un moment particulier. Mon père a eu cette phrase, il m'a dit « Ce qu'un homme fait, un autre homme peut le faire ». Merci infiniment, le grand Christian Proutot, pour ton temps, ta parole et ton engagement au service de la France. Que ton parcours continue d'inspirer les générations. Moi, j'aime dire vive la vie et vive ceux qui la défendent. Intensément, cher Christian Proutot. Prends soin de toi et sois heureux. Merci Laurent, et merci de m'avoir invité, parce que dans le fond, à travers toi, on découvre et on se découvre.